Ben, j'ai envoyé un message à l'univers et ça fait 70 ans qu'ils m'ont pas répondu. Puis aujourd'hui, ils m'ont envoyé une petite qui s'appelle Salomé, et qui va me poser plein de questions sur toutes les conneries de la planète. Merci. Eh bien, sache que moi, je suis née avec la passion des chevaux. Pour autant, aucun membre de ma famille était dans les chevaux. Je suis d'un milieu très modeste, ok. Je me retrouve sur un cheval qu'à l'âge de 18 ans. À partir de là, ma vie change, dans le sens où je donnais plus d'importance aux chevaux qu'aux études. Et pourtant, j'étais d'une époque où si tu n'allais pas à l'école, on t'envoyait à l'usine. Mais je me suis bien débrouillée. Très rapidement, j'ai touché du doigt la compétition, parce que pour moi, à cette époque-là, la compétition, ben, c'était exister, c'était, voilà, donc compétition. Après un cursus normal, très rapidement, je sens que ça va être ma vie, donc je passe, à l'époque, c'était un monitorat d'équitation. C'est comme ça qu'en France, on a des monitorats d'équitation. Là-dessus, j'exerce pendant des années. J'ai ma première, moi j'ai fait un peu tout à l'envers d'ailleurs. J'avais 25 ans, je me suis retrouvée avec une école élémentaire d'équitation, directrice d'une école élémentaire d'équitation avec des chevaux en pension. J'avais jamais fait ça de ma vie. Voilà. Et puis au bout de quelques années, je suis partie un peu à l'aventure, donc je suis partie en Afrique. Là, je me suis retrouvée dans un immense centre avec les gros moyens qu'avaient les Africains à l'époque pour les gens qu'on appelait les petits blancs qui venaient en Afrique. Et là, j'étais dans une structure où il y avait plus de 100 chevaux, où j'avais 10 palefreniers sous mes ordres, j'avais toutes les belles conditions que malheureusement beaucoup de moniteurs à mon époque n'avaient pas, parce qu'en France, quand tu étais moniteur dans un club, tu devais être comptable, moniteur, palefrenier et être un bon pédagogue. Donc ça faisait beaucoup d'éléments rassemblés. Et puis très rapidement, en tant que femme dans ce monde équestre, qui est quand même un monde très plein d'hommes, j'ai très rapidement compris que si je voulais un petit peu aller plus loin, il fallait que je fasse un instructorat d'équitation à l'École nationale de Saumur, qui pour moi à l'époque était le Graal. Je pensais que c'était le Graal. Plus tard, vous entendrez que c'était pas le Graal. Néanmoins, je me retrouve donc sélectionnée à Saumur. Et à l'époque, on fait ça, c'était des stages qu'on appelle CFI, cours de formation d'instructeur sur un an. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Parce qu'étant une pure autodidacte et ayant quitté l'école très tôt, pour moi, d'aller à Saumur et de passer un an à Saumur, c'était un rêve. Je me retrouve à Saumur et je suis fière de moi parce que sur 20, avec mon petit niveau d'études, c'est-à-dire de manque de culture, entre guillemets, je sors et je suis 3e sur la réussite de l'instructorat. Voilà. Ensuite, je pense dans ma tête que je vais pouvoir aller former des gens, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que le hasard veut que je me retrouve à entraîner une fille de milliardaire. Et là, ça m'a fait toucher du doigt le saut d'obstacle de très haut niveau, parce qu'il faut reconnaître qu'avant tout, c'était ça ma vraie passion, hein, sauter des barres et monter en concours épique. Et voilà. Et puis ensuite, je commence à un peu ouvrir ma conscience, mais pas plus que ça. Je me retrouve dans un moment de ma vie où je me sépare et j'avais entendu dire qu'on n'était jamais aussi bon que dans ce qu'on maîtrisait. Donc là, j'ai été un peu une des précurseurs, on va dire, il y a 20 ans. J'ai été une des premières à commencer les cours particuliers à domicile. Parce qu'à l'époque, c'était pas du tout évident. Les clubs, ils avaient leur fonctionnement. Donc j'ai commencé parce que j'ai pris conscience que les gens avaient besoin de connaissances et que c'est pas parce que tu montais dans un club, pas dans un club hippique, tu pouvais très bien être cavalier de randonnée et avoir besoin. Donc j'ai commencé à faire du domicile. Et puis j'ai fait du domicile pendant plusieurs années. Puis jusqu'un jour où l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux est arrivé. Donc ça a bouleversé tout le monde, comme j'en parlerai plein. Moi, ça m'a interpellée, mais pas plus que ça. Je pense que j'étais encore pas prête à entendre certaines choses. Je comprenais pas bien qu'on puisse aller donner de l'argent pour regarder et écouter des choses. Et puis très rapidement, le hasard a voulu que j'ai une élève handicapée qui avait donc en course était tombée et avait perdu ses jambes. Et je prends cet élève pendant quelques années. Ça a été très riche et très intéressant pour moi. Et à cette époque-là, comme elle était sur un fauteuil roulant, elle décide de rencontrer des gens, dont un qui est devenu mon ami et mon guide, qui s'appelle donc Guillaume Antoine. Et justement, elle est allée voir ce monsieur parce que comment d'un fauteuil roulant, elle allait pouvoir mettre
la bride à son cheval sans se lever. Et à partir de là, je me rappelle, je suis allée les voir un jour, donc c'est des gens qui s'étaient déjà remis en question, qui s'étaient déjà mis dans la conscience de qui étaient les chevaux, mais eux, ils le faisaient au service des chevaux, mais au service aussi d'en faire des séminaires d'entreprise. Et là, j'ai ouvert ma conscience, je me suis payé mon premier stage, et je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais quand même instructeur de l'École nationale de Saumur. La première fois que j'ai fait le stage, plus Guillaume me parlait de cette conscience des chevaux, plus je descendais dans mon fauteuil et je me disais, mais comment ça se fait qu'on ne t'ait jamais dit ça? Au fond de moi, ça résonnait parce que c'était juste, et c'était extrêmement difficile parce que c'est pas du tout le chemin que j'avais pris. Donc à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? J'avais une clientèle particulière, j'avais le choix, eux ne pouvaient pas me prendre, alors j'aurais aimé qu'ils me prennent à temps complet. J'étais persuadée que s'ils me prenaient à temps complet, en 3 mois, j'allais tout comprendre. Non, c'était pas possible. Donc j'ai prévenu ma clientèle, je suis d'abord allée me remettre en question. Et puis petit à petit, on a tous cheminé ensemble jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je veille les conscients sur qui sont les chevaux. Je suis une spécialiste en approche comportementale et rééducation des chevaux dits difficiles. Et les chevaux qui sont difficiles ne sont que difficiles à cause de l'humain. Voilà. Et j'essaye d'apporter le plus possible de connaissances au monde équestre. C'est pour ça que j'ai changé. Pendant des années, j'ai enseigné. Je pense que le mot enseignement, on a tous reçu des enseignements et on sait très bien qu'on a eu des bons et des mauvais profs. Et moi, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de mettre le mot transmission parce que c'est la mission de transmettre, parce que tout ce que je vais exprimer et dire sur cette interview, ça sera avec une grande humilité parce que le chemin, je l'ai fait. Moi, j'ai fait toutes les erreurs de la planète avec les chevaux, j'ai tout mis et j'ai fait tout le chemin. Donc aujourd'hui, je peux parler des choses en conscience et avec une grande humilité. Voilà qui je suis. Alors, première chose, on a dit que les chevaux étaient des proies. Ok? Donc, proie, c'est sur un rapport référent acceptant avec une notion de ressources. Ok? Ils sont programmés, ils sont dans l'ici et maintenant. C'est pour ça que quand on est avec un cheval, on ne sait pas pourquoi, on est bien. Ils sont dans le présent. Les chevaux n'ont pas de passé et de futur. Ce ne sont pas des humains. Ils sont là. Ils sont bien ancrés ici et maintenant. Ils sont des scanners de notre état émotionnel. Quand un cheval vous rencontre, quelle que soit la distance, déjà, il a scanné ce qu'on appelle votre verticalité ou votre eau calme. Il sent automatiquement si vous êtes calme ou pas. Mais ils n'interprètent pas. Ils disent pas « Ah tiens, c'est Salomé qui arrive, elle m'apporte des pommes ». Ça, c'est la mémoire associative, ok? Ils n'ont pas la notion de colère. Important de l'entendre puisqu'on est les rois de l'anthropomorphisme. Ils sont incapables de dire l'inverse de ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas la notion de frustration. Ils sont claustrophobes, bien comprendre qu'un cheval n'est pas programmé à être enfermé. Quand vous mettez un licol à un poulain, même si vous êtes les plus gentils de la planète, c'est de la contention, c'est de la claustrophobie. Quand on met un filet, une selle à un cheval, si on n'a pas la connaissance que le cheval est programmé génétiquement à s'opposer à une pression, c'est de la contention. Donc ça, c'est important de le savoir. Okay. Ils sont 100% non-verbal, on l'a dit plus haut. Ils ont une vue sur les côtés, alors que nous, on a une vue devant. C'est pour ça que quand on arrive près d'un cheval, on se présente déjà comme un prédateur. Et ils ont un 180 degrés de vue avec 2 angles morts, un devant et derrière. Et nous, moi, la première, pendant des années, je me présentais devant mon cheval parce que j'arrivais avec une carotte et je me présentais face à lui, ce qui est logique puisque nous, les humains, quand on se dit bonjour en se tendant la main face à face. Un cheval ne s'aborde jamais devant, il s'aborde sur le côté. Et quand on passait derrière, ils ont un angle mort. C'est pour ça que les anciens disaient ne passez jamais derrière un cheval. Ils n'avaient pas mis cette conscience-là. Pourquoi? Parce que quand vous passez derrière un cheval, ils ne vous voient pas et leur instinct de survie, c'est de balancer leurs pieds pour dégager la chose qui pourrait être un prédateur. Et même si c'est un seau ou si c'est une cravache, c'est de la prédation. Ça, c'est important de le savoir. Ok? Ensuite, on a dit,
ils avaient des métasignaux. Donc on va apprendre ce que dit les oreilles d'un cheval, on va apprendre ce que dit la hauteur d'encolure d'un cheval, on va apprendre ce que dit la posture de la colonne vertébrale d'un cheval. Voilà, ça ce sont les métasignaux. Donc tant qu'on n'est pas capable de dire attentif, encolure haute, à l'arrêt, on ne parle pas le langage du cheval, on parle un autre langage qui est le langage de l'interprétation. Ensuite, ils vont nous tester, ça s'appelle des tests de rassurance. Nous les humains, quand on était petits, moi la première, je savais très bien demander quelque chose à mon père et je ne demandais pas la même chose à ma mère. C'est-à-dire que je faisais des tests en conscience de ce que je demandais. Les chevaux ne testent pas pour ça. Eux, ils testent pour se rassurer, pour savoir s'ils peuvent nous confier leur vie. Parce qu'eux, ils n'ont pas la notion d'équitation, tout ça. Pour eux, c'est si tu parles mon langage, moi, j'ai juste besoin de me relâcher psychiquement. C'est pour ça que les anciens disaient, si vous n'avez pas la tête du cheval, vous n'aurez pas son corps. Donc, être ressource pour un cheval, c'est juste lui permettre de devenir attentif et relâché. Aujourd'hui, dans l'équitation, on a des chevaux inattentifs et soumis, inattentifs et contraints, inattentifs et conditionnés, mais attentifs et relâchés, c'est deux choses différentes. Donc, on se rappelle, ce sont des proies. Ils vont nous parler avec des métasignaux, ça c'est le langage corporel, on va l'apprendre. Ils vont nous faire des tests de rassurance dans les 4 paramètres qui sont le mouvement, l'espace, la direction et l'allure. Un exemple très simple, vous pensez que vous faites de l'équitation. Pour le cheval, ce n'est que du mouvement, de l'espace, de la direction et de l'allure. Quand vous faites un cercle, vous pensez que c'est un cercle. Pour le cheval, ce n'est que du mouvement, de l'espace, de la direction et de l'allure. C'est pour ça que quand on rentre dans cette conscience-là, on va basculer sur un autre plan. Et si on se donne les moyens d'apprendre le langage du cheval, on va aller beaucoup plus loin. Parce que dans la nature, même si les chevaux vivent dans des parcs aujourd'hui où ils sont avec leurs congénères, un cheval ne se relâche jamais complètement dans la nature, d'accord? C'est pas possible. Et ils vont avoir une dernière chose qui est fondamentale et que j'aimerais bien que les vétérinaires et les ostéopathes connaissent. Ils ont 7 niveaux de tension. Ça s'appelle des tensions endogènes et exogènes. Nous avons les mêmes. Endogènes, c'est nos quotidiens. Exogènes, vous le savez tous. Vous partez en voyage, vous avez beau être content, vous allez automatiquement avoir mal à la tête, être stressé, on est bien d'accord. Les chevaux endogènes, c'est au quotidien, exogène, tu m'emmènes en compétition, je vais changer mon comportement. Donc ces 7 niveaux de tension, je vais vous les nommer parce que c'est un vrai cadeau. Et il faut savoir que c'est à cause de ces 7 niveaux de tension que tous les accidents physiques, aussi bien musculaires qu'au niveau des os et qu'au niveau des tendons, arrivent. D'accord? Alors, la 7. La numéro 7, c'est la fuite. C'est la tension la plus haute. Je suis dans la nature, je pars au galop, je fuis. Je suis au bout d'un licol et d'une longe, j'ai peur de quelque chose, j'arrache le bras de ma propriétaire, je fuis. C'est la tension la plus haute. C'est comme ça qu'on va faire une graduation du niveau de tension et du niveau d'acceptation. La numéro 6, c'est la sociabilité. C'est une erreur de penser que les chevaux peuvent vivre seuls. Les chevaux, ils ont le hennissement et ils appellent leurs congénères. Alors, il va y avoir des hennissements différents, on est bien d'accord? Le hennissement du poulain qui appelle sa mère n'est pas le même hennissement du cheval guetteur qui prévient du danger, mais c'est leur seul moyen de prévenir leurs congénères d'un danger. Donc, ils ne sont pas en train de nous dire qu'ils nous aiment, ils appellent les autres. Ensuite, nous allons avoir la sexualité. Sexualité, c'est une tension. Une jument a des cycles de chaleur réguliers et un entier va se mettre en tension par rapport au fait de saillir une jument. Moi, pendant des années, je suis allée en compétition. Je n'étais pas du tout dans cette conscience-là. Je n'avais pas compris que j'emmenais ma jument d'un lieu, que j'arrivais sur un concours hippique. Je servais que le fait de gagner mon concours hippique, mais pour la jument, elle était partie d'un lieu, elle arrivait dans un endroit où il y avait plein de chevaux. Pour elle, c'était un clan, c'était un troupeau, donc elle déclenchait ses chaleurs.
Donc ça, c'est important. Sexualité. Et moi, à ce moment-là, je demandais à mon vétérinaire de me donner des cachets pour arrêter ces chaleurs-là. Donc il y a les chaleurs de cycle normaux et il y a le déclenchement des chaleurs parce qu'un cheval arrive dans un lieu avec plein de chevaux. Donc ces trois tensions, fuite, sociabilité, sexualité, ce sont les plus hautes. Au milieu, nous allons avoir la numéro 4. C'est la recherche de nourriture. Les chevaux dans la nature, comme ils vivaient tous les cycles des saisons, au moment où il y avait de la neige, il n'y avait pas de la belle herbe verte grasse ou des rumbaleurs de foin dans un abri à foin, et ils grattaient pour chercher leur nourriture. Donc la nourriture est une tension. Même quand vous emmenez votre cheval manger, pour vous j'emmène mon cheval manger, mais c'est une tension. Ok? Ce n'est pas se nourrir dans le même sens, mais même pour nous les humains, manger si on va plus loin est une tension. Donc c'est pour ça que dans les vents, moi pendant des années j'ai embarqué mes chevaux dans les vents, et qu'est-ce qu'on faisait pour les calmer? On leur mettait un filet de foin. Parce que ça apaisait les tensions plus hautes, parce que sinon, s'ils pouvaient, ils auraient fait demi-tour et seraient sortis des vents. Ok? Ensuite, nous allons arriver vers les trois plus faibles. La 3, c'est ce qu'on appelle la mobilité. Vous avez votre cheval attaché à l'anneau parce que vous le brossez, et il bouge. Alors très rapidement, il va associer que vous le brossez, puis il va peut-être se poser ou pas. Tout dépendra de votre calme. Mais lui, en bougeant, il vous pose des questions dans le mouvement, parce qu'un antérieur qui s'avance, c'est du mouvement. Dans l'espace, une épaule qui s'écarte, c'est du mouvement. S'il bouge avec ses épaules, c'est de la direction. Alors, il ne peut pas partir dans l'allure parce qu'il est attaché. Donc, ça s'appelle la mobilité. Ensuite, nous allons avoir la 2. La 2, j'espère que vous avez tous pu observer vos chevaux aussi bien à la tâche que dans un pré. À un moment, il a 3 membres posés au sol et un replié, ça s'appelle le repos. Et on sait bien qu'un cheval, pour fuir, il a besoin de ses 4 membres. Donc quand un cheval est au repos, ici et maintenant, il nous dit juste qu'il n'a pas l'intention de fuir. La configuration qui est autour de lui est suffisamment apaisante pour qu'il ne fuit pas. C'est ça qu'il nous dit. Et puis la dernière, si vous avez envie de le faire derrière votre écran, c'est ça, le mâchouillement. Faites-le et vous allez voir que le mâchouillement va déclencher quelque chose sur vos 2 cervicales. Le bâillement, c'est pareil. Ça s'appelle l'acceptation. Donc il y a plein de chevaux, quand vous arrivez, parce qu'ils vous connaissent, parce que vous êtes dans une eau calme, ils vont mâchouiller, mais ils vont pas pour autant mâchouiller pour vous dire que vous êtes ressource, parce que le mâchouillement est aussi une acceptation. Donc c'est 7 niveaux de tension. Si on devait apprendre quelque chose aujourd'hui, à part la conscience que le cheval est une proie, il a un langage non verbal, si on veut parler avec lui, on va apprendre son langage, c'est comme apprendre une langue. Il a des métasignaux, c'est son langage corporel. Il va nous tester dans le mouvement, l'espace, la direction et l'allure, et il a 7 niveaux de tension. Déjà, vous avez les fondamentaux de tout ce qu'on devrait savoir sur les chevaux. Après, c'est un autre problème. Alors, les chevaux sont sur Terre à peu près depuis 50 millions d'années. Et nous sommes sur Terre, alors grosso modo, depuis 1 million d'années. Donc les chevaux, les scientifiques disent que cette race-là, si elle a survécu, c'est qu'ils sont très bien organisés hiérarchiquement et socialement parlant. Donc dans la nature, pour que vous compreniez ce qui va se passer, pourquoi on va avoir besoin d'être sourd, parce qu'au départ, le cheval n'est pas programmé génétiquement à être monté et il n'a pas de programme d'équitation avec nous. Pour lui, l'équitation, ça ne veut absolument rien dire. Ok, c'est nous qui avons nommé ce mot-là. Donc dans la nature, vous savez tous il existe encore des grands espaces avec des grands troupeaux. Il peut y avoir 100, 200, 300 chevaux. Et là, nous allons avoir dans ces grands espaces-là, alors je vais être assez succincte, je ne vais pas vous parler de tout, nous allons avoir ce qu'on appelle des petites cellules familiales. C'est pour ça que quand on rentre dans la connaissance du langage du cheval, on va aller bien plus loin. C'est un éveil de vie et c'est une leçon de vie parce qu'on est aussi dans la leçon de communication, comment nous, les humains, nous communiquons. Et dans ces petites cellules familiales, ils vont être 5-6 membres. Et vous allez avoir une jument qu'on appelle une jument matriarcale. C'est souvent une jument qui a beaucoup d'expérience qui, à ce moment-là, va décider si le troupeau est en danger.
Elle va se positionner comme ressource parce qu'elle va avoir cette compétence-là. Et elle va conduire le troupeau par derrière. Et elle va leur dire 4 choses qui sont fondamentales. Mettez-vous en mouvement dans un espace, dans une direction et dans une allure. Et ces 4 paramètres de communication chez les chevaux vont devenir fondamentaux pour nous. La seule différence, c'est que pour les chevaux, c'est au service de leur survie. Dans ce clan, il va y avoir aussi d'autres compétences. C'est pour ça qu'on appelle ça le mélange des compétences au service de la survie. Donc vous allez avoir un cheval qui est guetteur. Celui-là, il a 30 mètres du troupeau, il va prévenir. Vous allez avoir le cheval qui trouve la bonne aire. Vous allez avoir le cheval qui va trouver l'eau. Tout ça, c'est au service du clan. Mais dans l'ici et maintenant, s'il y a un danger, c'est cette jument qui va conduire le troupeau par derrière. Donc elle va se nommer ressource. Donc nous, si nous décidons d'apprendre le langage du cheval, nous allons l'apprendre d'abord pour être dans la conscience de qui ils sont et pas de ce qu'on veut qu'ils soient. Et on va se positionner comme ressource. Mais ça va pas être facile pour nous, pour les humains, parce qu'il va falloir apprendre à répondre aux tests, il va falloir apprendre à observer les métasignaux, il va falloir apprendre plein de choses qui ne sont pas habituelles pour nous et qui va aussi nous poser beaucoup de problèmes. Parce qu'on sera plus du tout dans l'interprétation, le jugement, la croyance, on sera juste dans l'ici et maintenant. Là, qu'est-ce que tu me dis? Tu es attentif, en colère haute, posé sur tes 4 mains. Donc la ressource, elle va avoir un pouvoir phénoménal, c'est mettre en jeu ce qu'on appelle le confort partagé. Elle va permettre d'établir une relation de confort partagé avec son clan. Elle va les aider à survivre. Nous, si en tant qu'humains, on se positionne comme ressource, eh bien, c'est ce qu'on va obtenir. On va obtenir une relation de confort partagé, basée sur de la connaissance, et pas une relation de mécanisation, d'habituation, basée sur de la nourriture, basée sur plein de choses. C'est la différence entre la mécanisation, et on a tout à fait le droit de mécaniser, et la relation. Mécanisation, je suis dans plein d'idées préconçues, j'ai besoin de donner à manger un cheval, j'ai besoin d'imaginer, j'ai besoin de répéter les choses. C'est une façon de faire, je l'ai fait pendant des années, donc je le comprends. Relation, je décide d'apprendre ton mode de communication, et là, je vais basculer dans une conscience qui n'a plus rien à voir avec le reste. Eh ben c'est très simple, par les chevals, je viens de le dire de mythe avance, d'abord c'est apprendre son langage. Alors, le cheval déjà, il est non-verbal, ok? C'est un des points communs que nous avons avec lui, puisque le cheval est 100% non-verbal et nous on est à 70%. Le cheval, il va parler avec son largage corporel. Cela se nomme des métasignaux. Donc, si nous apprenons pas ce que veut dire ses oreilles, la hauteur de son encolure, les mâchouillements, toute sa posture corporelle, nous ne parlons pas le langage du cheval. Nous parlons un autre langage. Nous parlons le langage de l'interprétation, de l'imagination. Ok? Donc, parler cheval, la première chose à faire, c'est d'ouvrir sa conscience, rencontrer les bonnes personnes, parce qu'il y a aussi une grande confusion avec la communication animale intuitive. Et là, on va mettre un petit point là-dessus. Communication animale intuitive, qui est une communication d'âme à âme. On en est tous capables. Et il y a des gens qui aujourd'hui se consacrent à ça, même si ça part un petit peu dans tous les sens. Tout le monde veut être communicateur animalier, tout le monde veut faire du leadership, tout le monde, ok. Donc communication animale, c'est une capacité. Le mode de communication des chevaux dans le clan, ça c'est de la connaissance scientifique, et c'est ce que sont les chevaux ici et maintenant, sur la terre, dans un corps de cheval, avec les connaissances de leur propre langage. Donc ça, on l'apprend, ça ne s'improvise pas. Donc on va apprendre la connaissance des métasignaux, la connaissance de tout ce qu'est le cheval. Et tant qu'on regarde un cheval et qu'on dit « Oh, il est beau, il pense à moi », ça c'est de l'interprétation et c'est de l'anthropomorphisme. Si on a connaissance des chevaux, on va être capable de dire « Il est attentif, encolure haute, posé sur ses 4 membres ». Ça c'est le vrai langage du cheval.
Alors la communication animale avec l'esprit, tu pourras en parler beaucoup mieux que moi puisque tu es une communicatrice animalière. C'est une communication d'âme à âme, c'est-à-dire à ce moment-là, on va percevoir, pour certains, ils vont percevoir des images, pour d'autres, ils vont percevoir des odeurs. Moi personnellement, je sais quand j'ai fait des cours de communication animale parce que je suis allée voir pour connaître, j'avais besoin d'être dans les yeux ouverts et je percevais des choses dans mon corps. Et à partir de là, on va recevoir des informations. Mais là, il va falloir être, en tout cas, très, très, très humble. C'est ce que me disent toutes les personnes que je connais qui font de la vraie communication animale juste. C'est qu'on ne peut pas prétendre certaines choses avec les animaux. Et une communication animale se fait aussi dans l'instant présent. On est d'accord? Donc, à partir du moment où on commence à interpréter, donc pour moi, c'est une vraie compétence et qu'il ne faut pas mettre dans les mains de n'importe qui. Voilà. Et le langage du cheval, ça c'est encore une fois non corporel. Là on va apprendre à savoir qui est un cheval, et le cheval il y a 4 fondamentaux à savoir. La connaissance d'abord du fait que c'est une proie, qu'il est programmé génétiquement pour fuir, la connaissance des métasignaux, c'est-à-dire il va parler avec son langage et on va l'apprendre, la connaissance du méda, le mouvement, l'espace, la direction et l'allure, on en reparlera plus loin, qui sont les 4 paramètres utiles pour eux dans la nature et dans le clan, parce que tout ça c'est des choses qu'ils font naturellement dans le clan, la connaissance des tests, ce qu'on appelle des tests de réassurance, parce qu'un cheval en fait il va nous poser des questions avec son corps, dans le mouvement, dans l'espace, dans la direction et dans l'allure. Le cheval, pour lui, il n'a pas la conscience qu'on fait de l'équitation, ça ne lui parle pas. C'est soit on répond à ces questions et il va pouvoir, ce qu'on appelle, se relâcher psychiquement et physiquement et nous confier sa vie. On est dans la vraie communication. Sinon, le reste, c'est de la mécanisation, c'est de la répétition, c'est de l'habituation, parce que les chevaux, ils ont une mémoire associative phénoménale. Ils associent les cycles, ils associent les personnes qui viennent les nourrir tous les jours à la même heure. Et cette mémoire associative, c'est pour ça qu'on peut faire aussi des beaux numéros de cycle, elle est souvent confondue avec de l'intelligence. Le cheval a son intelligence propre et ce n'est pas l'intelligence de l'humain. Mais nous avons envie que les chevaux soient comme nous et nous voulons que les chevaux pensent comme nous. Donc c'est 2 choses complètement différentes. Le mot dominance, il est déjà très puissant, puisque nous, on est sur un rapport dominant-dominé, nous sommes des prédateurs. Je pense que vous avez tous des souvenirs à l'école. On était assis derrière nos bureaux et on s'emmerdait pendant 18 heures. Dominant-dominé. Dominant-dominé, je ne vois pas en quoi ça amène une relation de confort. Okay? Ça amène plutôt une relation de contention, de coercition, d'opposition, on est bien d'accord? Donc dominant sur ressources, alors que ressources, ça va amener une relation de référent acceptant, c'est déjà beaucoup plus beau comme mot, je suis référent, mais j'accepte, ça va amener la notion de confort, ça va amener la notion d'écoute, ça va amener la notion de respect. Voilà. Le dominant, ça n'a jamais rien amené. Ça n'a amené que de l'opposition et de la coercition. Et là, on parle de communication. Donc la communication, et c'est pour ça que ça va devenir aussi une très belle leçon de vie pour nous, parce que je ne vois pas qui c'est qui nous a appris à écouter. La première chose qu'on va faire avec les chevaux, c'est qu'on va apprendre à les écouter et à les observer. Et on va être obligé de les écouter avec nos yeux, puisqu'on ne peut pas les écouter avec nos oreilles, puisqu'ils ne parlent pas. Donc ça veut dire qu'en plus, quand on va être dans cette relation-là, ils vont nous poser des questions, on va être obligé de reformuler cette question, si on va jusque-là, pour pouvoir comprendre ce qu'ils nous demandent. Nous, personne ne nous a appris l'écoute. D'ailleurs, là, pendant que je parle, ceux qui écouteront cette vidéo, vos cerveaux vont aller à 10 000 à l'heure. L'écoute, c'est l'instant présent. Donc la plus grande puissance des choses, c'est qu'ils nous amènent dans cet instant présent et ils nous amènent vraiment dans la vraie relation de communication, d'écoute. Le chemin de toute une vie. Alors aujourd'hui, si vous avez envie de vous poser la question ou si vous avez envie d'ouvrir votre conscience et vous dire tiens,
comme moi, je l'ai fait il y a 15 ans, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi, pendant des années, j'ai fait n'importe quoi avec les chevaux. Et en plus, j'enseignais. Puis un jour, ma conscience s'est éveillée. Allez savoir pourquoi. Je savais que je ne voulais plus raconter toutes ces bêtises. Donc j'ai fait le même chemin. Ne croyez pas que parce que j'étais instructeur de l'École nationale, j'ai claqué des doigts et c'est venu tout de suite. Le chemin de mon évolution, ça fait un certain nombre d'années. Mais si vous avez envie d'ouvrir votre conscience sur qui sont les chevaux, eh bien oui, Cheval Éveil des Sens, vous pouvez trouver ma page en partenariat avec Clé Animal. Nous vous proposons des stages à la carte, mais de toute façon le mieux c'est de nous appeler parce que ça peut être à la carte, ça peut être chez vous en fonction. Je suis même en train de mettre en place aujourd'hui ce que j'appelle une mini-académie où on va se rencontrer 3 jours par trimestre, donc ça fait 12 jours par année dans un endroit spécifique où on va commencer la formation comme toute formation. Vous avez envie de faire une formation d'ostéopathe, vous allez avoir des cycles de 3, de 4, de 10 jours, voilà. Donc si vous avez envie d'ouvrir votre conscience, grâce à Salomé qui a l'intelligence de faire un film pour informer les personnes, eh bien vous nous contactez sur Cheval Éveil des Sens ou sur Clé Animal. Et là, on vous guidera en fonction de votre demande. Ça s'appelle des demandes à la carte. Il y a aussi, c'est une de mes spécificités, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est faire le diagnostic du cheval et du cavalier, c'est-à-dire que je vais vous rencontrer si vous avez un problème avec votre cheval, ça c'est le diagnostic du cheval. En fonction de ça, je vais aussi vous parler de votre posture, parce que vous avez bien compris que monter à cheval, c'est la rencontre de 2 colonnes vertébrales et c'est la rencontre de 2 corps. Le cheval, il a une colonne vertébrale qui part de la pointe de la nuque à la pointe de la queue, ça s'appelle une horizontalité. Vous montez dessus, vous avez une colonne vertébrale qui part de votre cervicale à votre coccyx, ça s'appelle une verticalité. Et si on tient compte que monter à cheval, c'est le seul sport, écoutez bien ce que je vais vous dire, où nous avons des projets avec un animal et où nous montons dessus. Aucun autre animal, nous montons dessus avec des projets de sauter des barres, de faire du dressage. Donc si on est conscient que c'est le seul sport que nous faisons avec un animal vivant qui respire, qui a des similitudes de colonne vertébrale avec nous, eh bien on a peut-être envie de dire aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer le cheval en conscience avec mon corps, c'est pour ça que j'appelle ça la rencontre des 2 corps, j'appelle ça la verticalité et l'horizontalité. Alors, ça, aucun problème. Diagnostic de votre cheval et diagnostic de votre posture, pareil. Et à partir de là, je vous propose un diagnostic. La première journée de diagnostic, elle est très riche, c'est pour ça qu'elle a une valeur. Vous en apprenez beaucoup et vous en voyez beaucoup. Et ensuite, vous avez le choix. Vous avez le choix d'ouvrir votre conscience ou pas, et je respecte tout à fait. Par contre, si vous faites un choix d'ouvrir votre conscience, nous partons sur un processus d'engagement pour qu'il y ait de la cohérence dans ce que vous allez apprendre, parce que si vous êtes cohérent avec les chevaux, vous ferez partie des gens qui aussi, un jour, transmettront le message. C'est une chaîne d'évolution. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dana.